Après la désindustrialisation consécutive au programme d'ajustement structurel, le dépillage qu'a connu notre pays qui a encore détruit notre tissu industriel, les zones économiques spéciales viennent matérialiser l'industrialisation de notre pays. C'est la raison d'être de la zone économique spéciale Kinmalébo, qui est la seconde zone après la zone pilote de Maluku dans la ville-province de Kinshasa. Nous en parlerons aujourd'hui, bien sûr, avec le directeur général, M. Ogi Bolanda, qui a connu, je dis encore, cette agence de zones économiques spéciales depuis sa naissance. Nous vous disons salut et bienvenue à vous qui nous suivez de partout. C'est la chaîne nationale congolaise. Alors, comment allez-vous, M. Ogi Bolanda? Je vais très bien, madame la journaliste. Nous sommes encore ici. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Dans la seconde zone. Vraiment. Ce qui était un rêve, je l'ai dit encore, beaucoup estimé, que cela ne se réaliserait peut-être pas. On avait la première zone de Maluku. Maintenant, on a la zone de Kinmalébo. C'est pour dire que les choses sont en train d'avancer dans la bonne direction. Alors, avant de parler de cette zone économie spéciale Kinmalébo, j'aimerais qu'on fasse un petit bilan de la zone pilote de Maluku. Dernièrement, nous vous avons vu accompagner de la délégation de la Banque africaine de développement et celle de la cellule de financement des États fragiles. Qu'est-ce qu'ils étaient venus faire dans la zone pilote de Maluku? Par rapport à votre question, la BAD est venue justement pour faire un travail de suivi. Parce que vous savez, sous l'impulsion du président de la République, il avait décidé à ce qu'une partie du financement de la BAD en rapport avec la Covid-19, parce qu'une partie soit affectée à l'aménagement de la zone de Maluku. C'est ce qui a été fait. Et à travers la CFF, bien sûr, nous avions engagé un entrepreneur qui a fait des travaux d'aménagement de la zone. Donc maintenant que ces travaux-là arrivent pratiquement à leur terme, il était normal que l'organe qui a financé, qui est la BAD, puisse venir pour constater, faire un état de lieu pour savoir est-ce que cet argent a été utilisé à bon escient ou l'argent a été détourné ou quoi. Mais je crois que ce jour-là, on était avec vous. Vous avez vous-même suivi quelle était la réaction de cette équipe de la BAD par rapport à la manière dont les choses s'étaient passées. Et je tiens vraiment à remercier une fois de plus la BAD qui a soutenu ces projets. Et je tiens à remercier aussi la CFF avec qui nous travaillons depuis toutes ces années. Voilà, c'est-à-dire que les choses évoluent. Vous avez vu qu'à Maluku aujourd'hui, les infrastructures de base sont là. Et je suis même fier de dire que Maluku est même devenu aujourd'hui un site touristique. Dans mon bureau, il ne se passe pas un jour sans que je reçoive des lettres des gens ou des organismes qui veulent venir visiter Maluku. Donc pour nous, c'est une... Voilà, ils viennent visiter. Voir l'œuvre qui a été réalisée, concrétisée. Voilà, surtout que il y a de cela quelques mois, nous avons encore reçu l'honneur de recevoir les chefs de l'État. Vous savez très bien que le 31 août, le président nous a encore fait l'honneur pour venir lancer les produits de la gamme Pepsi. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, en parlant de l'administration du Congo, on doit compter sur les zones économiques spéciales. Nous avons un régime qui est là, un régime qui existe, qui n'attend que d'être appliqué. C'est tout ce que nous demandons. Il faut que ce régime-là soit appliqué, que ce régime-là soit accompagné par les autres administrations pour redonner à l'industrialisation du Congo ses lettres de noblesse. Comme ce fut dans le passé où la RDC était producteur mondial de l'huile de palme, producteur mondial du thé, du café et autres, ainsi de suite. Donc je crois que c'est à travers les zones économiques spéciales que nous allons y arriver. Alors nous allons peut-être suivre cette interview où vous étiez avec la délégation de la Banque africaine de développement en sigle BAD, mais aussi avec celle de la cellule, je dis encore de financement des États fragiles, une cellule du ministère de Finances qui était aussi là. Veuillez suivre ensemble avec notre équipe de l'émission Par l'économie. Suivez. La BAD accompagne les pays comme la RDC, non seulement avec des appuis budgétaires, mais aussi des appuis institutionnels. Au-delà de ça, nous sommes souvent en dialogue avec les pays, puisque c'est très important de savoir ce que le pays veut faire et voir comment nous pouvons l'accompagner dans les réformes. Et dans le cas d'espèce ici, nous sommes au niveau de la BAD, dirigé par le docteur Adesina, très satisfait de la vision du président de la République de la RDC,
qui a mis la transformation économique au cœur de sa stratégie, notamment la transformation de l'agriculture. Et c'est dans ces cadres-là, en 2020, rappelez-vous, lors de la crise Covid, la banque avait approuvé un appui budgétaire de l'ordre de 130 millions d'unités de compte. Et il y a eu 30 millions de dollars qui ont été affectés à la transformation à cette zone économique. Parce que dans ces cadres-là, le gouvernement de la RDC avait estimé important, pendant cette période difficile, de voir comment assurer la relance lorsque la crise sanitaire aura fini, mais en même temps en combattant cette crise sanitaire. Donc le gouvernement de la RDC avait très bien pensé à mettre de fonds dans l'aspect relance de l'économie. Et nous sommes venus ici comme bailleurs superviser, voir les réalisations de nos programmes et projets. Et nous sommes très satisfaits de voir que la vision du chef de l'État de la RDC était correcte, était éclairée dans le sens qu'il a pensé à la relance économique en investissant dans la transformation économique. Donc cet appui budgétaire a été utilisé de la meilleure des façons, c'est ce que nous saluons ici. L'ABAD accompagne la RDC de manière permanente. Vous savez très bien que notre président, le docteur Adesina, a des relations très étroites avec les présidents de la République de la RDC. Il a un intérêt particulier basé sur notre stratégie qui vise 5 priorités institutionnelles: l'agro-industrie, l'industrie elle-même, l'intégration régionale, l'amélioration des conditions de vie, toutes les choses que l'électrification que nous voyons sur cette zone. C'est un peu en miniature de ce que la banque est en train de soutenir comme vision, qui s'allie très bien avec la vision du pays. Et nous, aujourd'hui, nous sommes venus palper du doigt cette vision qui n'est pas seulement vision, mais qui est devenue un projet, mais avec des résultats. Nous avons vu non seulement qu'il y a des entreprises déjà qui sont installées dans cette zone grâce à ces financements de l'ABAD, et ces entreprises sont en train de produire, de transformer, non seulement de transformer les produits de base en produits finis, et les produits sont sur le marché. Les deux, en ce qui concerne les carreaux, mais aussi la boisson. Donc nous avons vu ça de nous-mêmes, que c'est des résultats tangibles, et nous pouvons que saluer cela. Ce qui est important, c'est que dans le cadre de la matérialisation de la vision du chef de l'État, nous avons une zone économique spéciale. Cette zone économique spéciale, c'était un engagement du chef de l'État qui a été aujourd'hui matérialisé. La zone économique spéciale, c'est toutes ces usines que vous voyez qui ont été implantées grâce, bien sûr, à un financement de la Banque africaine de développement. Je n'ai rien à dire à la population, étant donné qu'elle vit aujourd'hui ce que nous sommes en train de dire. En d'autres termes, aujourd'hui, partout où vous passerez, dans les magasins, au niveau des ménages, vous allez trouver des Pepsi, vous allez trouver des Mirinda, made in Congo, donc embouteillés ici au Congo. Ça vient de la zone économique spéciale de Malou. Dans beaucoup de chantiers, vous allez trouver des carreaux. Ce sont des carreaux made in Congo qui ont été fabriqués dans la zone économique spéciale de Malou. Vous comprendrez donc qu'aujourd'hui, nous pouvons être fiers, la population peut être fière d'avoir des industries, des entreprises qui se sont implantées ici au Congo pour fabriquer et avoir un cachet made in Congo. Et tout cela, c'est dans le cadre de la matérialisation des engagements et de la vision du chef de l'État qui était venu inaugurer ces 2 usines et qui est celui qui, avec un fort leadership, a décidé de financer ces infrastructures. Les entreprises ont déjà de l'électricité, mais en plein régime, dans la zone, les populations environnantes risquent de se retrouver en difficulté. On risque d'absorber toute l'électricité. Ce que nous sommes en train de faire dans le cadre du projet et sur les ressources de la Banque africaine de développement, c'est de renforcer le poste qui existe ici à Maluku. Je crois que celui qu'on est en train d'installer, il est de 75 MW pour répondre à la demande des investisseurs privés
qui s'implantent dans la zone. Nous sommes de retour, vous l'avez suivi. Quel était l'apport de la CFF? La CFF est intervenue comme agence d'exécution des projets. Vous savez, dans les projets qui sont financés par les bailleurs, ils ont toujours cette habitude-là d'utiliser des agences particulières à travers lesquelles ils font passer l'argent. C'est une agence fiduciaire. C'est elle qui va procéder à la passation des marchés. C'est elle qui va engager les consultants, tout le monde qui va travailler dans les projets. Et c'est elle aussi qui va payer. Nous, notre rôle à nous, c'était seulement de présenter nos demandes. On sait que pour faire la zone économique spéciale, il faut X, il faut Y. Donc vous avez présenté vos besoins. Nous avons présenté le besoin. On a les études qui avaient été faites. Et les financements, c'est eux qui payaient. Parce que l'argent était déjà là. On ne pouvait plus attendre. L'argent était là et les choses se sont très bien passées. Je crois que vous avez suivi la réaction de la BAD. Ils ont dit que c'est la belle manière d'utilisation des fonds qui avaient été mis à la disposition du pays. Et ils sont très contents. Et ils sont même disposés à aller avec nous encore dans d'autres projets. Dans d'autres projets, nous demandons aux autorités qui sont au-dessus de nous de tenir compte de ça. Il y a déjà une expérience, voilà, une expérience qui a réussi ici à Maluku. Pourquoi ne pas l'étendre aussi ailleurs? Parce que vous savez, les zones économiques spéciales, ce que nous voulons faire, c'est à travers tout un plan directeur d'industrialisation. Et nous voulons faire au moins 20 zones économiques spéciales. Et ça va demander beaucoup de moyens et beaucoup d'accompagnement. Alors c'est vrai, nous le savons tous, viabiliser toute une zone n'est pas chose facile. Comment avez-vous fait? On aimerait comprendre, c'est quoi votre expérience? Merci beaucoup. Il faut dire que pour faire une zone économique spéciale, il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte. Premièrement, il faut parler de la volonté politique. Parce qu'aujourd'hui, cela est vraiment affirmé à travers la personne du chef de l'État, que la direction, c'est aller vers les zones économiques spéciales. Ça, il n'y a pas de doute par rapport à ça. D'ailleurs, la seule solution pour industrialiser le pays, il faut d'abord une volonté politique, parce que les zones économiques spéciales font partie de tout un programme d'industrialisation. Or, quand on parle de programme d'industrialisation, c'est un programme qui est transversal. Et comme il y a transversalité, c'est-à-dire que ça demande l'interaction de beaucoup d'intervenants, de beaucoup de ministères, de beaucoup d'administrations. Alors maintenant, il faut qu'il y ait un champion au-dessus de tout pour impulser. C'est la chance que nous avons eue d'abord. Ça, c'était de 1. Ça, c'était au niveau le plus élevé. Après lui, c'est au niveau du gouvernement. Nous avons un ministère de l'Industrie. Parce que le ministère de l'Industrie, c'est notre tutelle. Nous avons dit que les zones économiques spéciales se mettent en place dans le cadre de tout un programme d'industrialisation qui est géré par le ministère de l'Industrie. Et nous sommes là, la ZES, ou les zones économiques spéciales, c'est vraiment un outil pour l'administration du pays. Alors, autre chose... Un outil pratique. Voilà. Une autre chose, pour faire les zones économiques spéciales, il faut avoir un personnel qualifié. Aujourd'hui, nous avons cette chance-là d'avoir au niveau de la ZES un personnel qui est là, qui est qualifié, parce que ces gens-là sont des gens qui ont été aussi formés. Parce que vous savez, pour faire les zones économiques spéciales, ça ne se décrète pas. Mais il faut que les gens aient vu ça, que les gens aient étudié ça, que les gens soient accompagnés. Heureusement, c'est ce qu'il y a eu, parce que nous avons eu des formations, nous avons été voir ailleurs comment ça s'est fait. Et cela nous a donné déjà une certaine connaissance des choses. Quatrièmement, pour faire les zones économiques spéciales, il faut des financements. Il faut de l'argent. De grosses sommes. Voilà. Des millions, ce n'est pas des mille. Non, ce sont des millions. Parce que, par exemple, pour la zone de Maluku, il fallait au moins 103 millions de dollars. Ce n'est pas de la blague. Vous voyez, il faut des moyens. Et pour le cas de Maluku, nous avons eu la chance, le président de la République a demandé à ce que les projets soient appuyés. Parce que pour faire la zone de Maluku, il y avait deux aspects. Il y avait l'intervention de l'État et puis l'intervention du privé. L'État devrait apporter les 20% et les privés les 80%. Et l'État, dès le départ, à travers l'appui budgétaire de la BAD, les 20% étaient déjà là. Donc il fallait commencer les travaux parce que les 20% de l'État devraient financer les infrastructures de base. Si aujourd'hui vous venez à Maluku, vous allez voir qu'il y a une voirie interne qui est là. Vous savez qu'on a fait une lutte anti-érosive sur ce terrain-là, mais aujourd'hui les gens ne les voient plus. Parce que le terrain de Maluku, c'est un terrain qui est vallonné. Vous voyez, avec les eaux de pluie, des choses comme ça, on a vraiment mené une lutte anti-érosive sur ce terrain. Énorme. Et ça a pris beaucoup d'argent. Aujourd'hui, les gens peuvent venir à Maluku. Et je suis même fier aujourd'hui de dire que Maluku, la ZES de Maluku est même devenue aujourd'hui comme un site touristique.
chaque semaine, chaque 2 jours, je reçois des demandes où des gens ou des organismes, même des établissements publics frères, veulent amener des délégations à la zone économique spéciale. Voir ces bébés qui est Oui, né, oui, voilà. je vous dis, c'est avec beaucoup de fierté que nous sommes en train de les dire. Qu'aujourd'hui, ce travail qui avait été fait, qui était un travail à l'origine, c'était un travail très difficile, mais aujourd'hui, au moins, les gens peuvent voir. Et les gens... Réalisation. Les gens commencent maintenant à croire. Ah, Bassa l'a raté, mais Bassali. Tu vois? Tomoni. Tu vois? C'est-à-dire que les gens ont maintenant confiance et cette expérience de Maluku, qui est en train de réussir ici, doit être dupliquée ailleurs. Vous savez que... pas se limiter à la gloire présente. Il y a 2 semaines... Il faut aller loin. Il y a 2 semaines, mon chef, c'est-à-dire que le ministre de l'Industrie, que je salue en passant, son Excellence Louis Watoum, m'a donné un ordre de mission pour aller dans les Grands Katanga. Je fais 5 jours, donc 1 semaine pratiquement, à Lubumbashi et à Kolwezi. C'était pourquoi? C'était pour travailler avec les gouverneurs des provinces, pour les pousser dans cette direction-là. Leur dit que voilà, les chefs de l'État disent nous devons faire des zones économiques spéciales et vos 2 provinces sont des provinces qui sont déjà ciblées. Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire pour nous avoir des zones économiques spéciales? On a travaillé avec, j'ai été reçu en audience par les gouverneurs Kiaboula que je salue. J'ai été reçu aussi en audience au niveau de la province de Loi là-bas. Vous voyez? C'est pour dire que il faut cet accompagnement-là, tu vois, pour faire les zones économiques spéciales. Donc, tout ça, aujourd'hui, il faut des moyens. Et ces moyens-là vont provenir du budget de l'État. C'est la raison pour laquelle nous ne cessons de demander qu'au niveau de l'État, qu'il y ait des ressources qui soient prévues pour les zones économiques spéciales. Pour aménager les zones économiques spéciales, on ne peut pas attendre de l'argent qui doit venir des bons d'engagement, des choses comme ça. Mais il faut un fonds déjà disponible pour les zones économiques spéciales. Exactement. Nous ne cessons de demander cela depuis quelques années. Et je crois qu'il y a même déjà un projet qui est déjà là pour mettre en place un fonds de financement des S. Parce que regardez par exemple aujourd'hui, il y a des bailleurs qui viennent. Ils veulent nous accompagner. Ils vont mettre l'argent où? Il faut qu'il y ait quelque part un instrument qui est à la disposition de la ZES pour que destiné au financement. Par exemple, aujourd'hui, au bénéfice de l'amélioration de la loi, parce que vous savez, l'année passée, au mois de septembre, les chefs de l'État avaient pris une ordonnance loi qui a modifié la loi sur les zones économiques spéciales. Et aujourd'hui, la ZES que nous sommes dotés du pouvoir déjà de mener des études de faisabilité. Vous avez ces pouvoirs, cette capacité, alors, pour les faire, cette expertise. Voilà, pour les faire, nous devons avoir des moyens. Ces moyens-là, nous ne devons pas aller commencer à les chercher chaque mois au trésor public. Au bailleur de fonds, au trésor public. Non. Il faut qu'il y ait un fonds qui est là. Le gouvernement peut dire, je mets autant de millions dans ces fonds. C'est pour les zones économiques spéciales. L'IGF pourra venir contrôler tout ça. Nous demandons d'ailleurs les contrôles. Pour la traçabilité. Oui, nous demandons d'avoir les contrôles. Parce que là, les gens se diront, mais il était chargé de mission, aujourd'hui, directeur général, il cherche un fonds. Alors, est-ce qu'il cherche le bénéfice Non. Ça n'a rien à voir avec ça. Il y a quelque chose derrière. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est tout simplement pour donner plus de chances à la réussite de ces projets, parce que ça demande beaucoup de moyens. Et ces moyens-là ne peuvent venir qu'à travers un fonds qui sera là, à la disposition, pour que nous puissions mener les études. Madame, nous sommes ici aujourd'hui, on va parler de Kilmalebo. Vous avez vu ce qu'il y a des affaires ici? Vous avez vu ces routes-là? Vous avez vu les engins qui sont en train de travailler? Mais c'est de l'argent. Et pourquoi nous disons un fonds de financement des S? Parce que les trésors publics ou le budget général dans son ensemble, l'État a beaucoup de besoins. Et vous voyez? L'État, disons, le budget de l'État, c'est comme une grande marmite. Où les besoins, des fois il y a même des besoins, il y a même des choses qui n'étaient pas prévues. Il peut y avoir une catastrophe. Une force majeure. Oui. C'est-à-dire quand il y a un cas de force majeure, les autres projets qui étaient là, on les met un peu en berne. On dit, on voit d'abord ça. Mais si nous avons déjà notre fonds, nous avons notre fonds de financement des S, nous avons l'argent. Quel que soit ce qui peut arriver, nous continuons à travailler. Je vous dis, si aujourd'hui vous voyez la zone de Maluku, c'est parce que cet argent-là était déjà mis quelque part. Un compte séquestre au niveau de la CFF. La CFF utilise cet argent-là et nous avons vu aujourd'hui les résultats. Vous voyez? Donc c'est la seule façon de faire les choses. Donc c'est pour dire que, muni de toute cette expérience-là aujourd'hui, la ZES est capable de procéder à la mise en œuvre des zones économiques spéciales à travers tous les pays. Vous avez dit tantôt il y avait une belle expérience parce que lui-même, le chef de l'État, s'en occupait de quelle manière?
En fait, les chefs de l'État... Il s'est approprié de ce projet. Oui, son appropriation, c'est en donnant des directives. Par exemple, vous savez, il s'est posé un grand problème d'expropriation dans la zone de Maluku. Au cours d'un conseil des ministres, le président a demandé au ministre de l'Industrie, au ministre des Finances, au ministre du Budget, au ministre de la Justice de s'occuper de ces choses-là. En perte de famille. Oui. Il dit, allez à Maluku, je ne veux plus entendre ces choses-là, donner des solutions. Les solutions ont été trouvées. C'est parfait. Voilà. Il fallait financer. On était à court de financement. Le président a dit au ministre des Finances, dans l'argent qui est venu pour la Covid, dans l'appui budgétaire, en tout cas, prenez une partie, affectez ça là-bas. Ça a été fait. C'est la parole du chef de l'État. Quand le chef de l'État parle, ça doit s'exécuter. À l'immédiat. Exactement. Et le chef de l'État doit être fier parce que ce qu'il avait donné comme parole, aujourd'hui, il a vu. Il est venu à Maluku 2 fois. Madame, dans les prochains jours, nous allons inaugurer les premiers guichets uniques dans les zones économiques spéciales. Il faut aller à Maluku, vous allez voir un bâtiment de 3 niveaux. Le président avait visité ça en septembre de l'année passée. Une réalité. Aujourd'hui, voilà, il va voir que c'est un changement radical. Je vous dis, c'est le premier, je peux dire, le premier building à Maluku. Il n'y a jamais de building à Maluku. C'est un building de 3 niveaux. Le premier, le fond. Oui, vraiment, de 3 niveaux, en pleine zone. C'est le bâtiment de guichet unique. La ZES doit faire des bâtiments de guichet unique dans toutes les zones économiques spéciales. Pour faciliter, voilà, les transactions du reste. Oui, parce que dans les zones économiques spéciales, il y a certaines taxes qui seront payées. C'est vrai, on fait toujours les procès des zones économiques en disant que non, oui, les gens se disent, on ne paye pas ceci. Voilà, mais non, le Congo va perdre encore une grande partie de ses ressources liées aux impôts et taxes. Excusez-moi, madame, de le dire, c'est un mauvais procès. Même les pays les plus développés font les zones économiques spéciales. Donc, on a toujours dit qu'on ne peut pas manger les omelettes sans casser les œufs. C'est-à-dire que le pays veut aller quelque part. Il doit prendre, voilà, il faut faire des sacrifices. Mais le sacrifice qui est fait là, ce n'est pas un sacrifice éternel. Venez dans les zones économiques spéciales. Vous allez voir, si par exemple, à Maluku, vous avez 3000 personnes qui travaillent. Ces gens-là, on coupe l'hyper. Ils payent l'impôt. C'est le revenu professionnel. Oui, ils payent l'impôt. Nous voulons savoir l'impact de la zone pilote de Maluku en termes d'emploi. Aujourd'hui, nous avons signé avec une dizaine déjà d'entreprises qui vont s'installer à Maluku, 12. Il y en a déjà 2 qui sont opérationnels. Pour les 2 qui sont opérationnels, on est autour à peu près des 650-700 personnes qui travaillent déjà pour 2 entreprises. Actifs. Oui. Vous prenez Varun qui produit des Pepsi, vous prenez Saphir qui produit des carreaux. C'est chaque jour que les gens travaillent à Maluku. Les gens qui, des fois, n'avaient pas d'espoir, aujourd'hui, ils ont trouvé du travail. Vous voyez, tout ça grâce aux efforts d'un homme, du chef de l'État, qui a attiré ces entreprises-là au Congo. Ils ont trouvé qu'il y a un cadre, elles sont venues pour ça, elles sont en train de travailler. Nous devons les encourager. Les encourager, c'est quoi? C'est les accompagner. Ce n'est pas en cherchant à les brusquer, en cherchant à faire de l'écran. Non. Nous devons accompagner ces entreprises. Madame, ce pays a connu des pillages, ce pays a connu des guerres, des choses deux pillages qui ont détruit que le Congo a connu. Aujourd'hui, quand il y a des gens qui reviennent, nous devons avoir cette disposition-là à pouvoir les accompagner, leur montrer les chemins, leur d'abord montrer cette bonne disposition de cœur que nous sommes là pour vous accompagner. Nous ne sommes pas là pour vous tracasser. Parce que c'est l'image que les gens donnent toujours à l'extérieur du pays. Vous savez, des fois, quand les gens apprennent que Pepsi est au Congo, ils se posent « Ah, Pepsi au Congo? Qu'est-ce que vous allez faire là-bas » Parce que tout ce que les gens disent du Congo à l'extérieur, c'est que rien ne va dans ces pays-là. Alors qu'ils sont là. Je vous dis, madame... Et le chef de l'État a su vendre je vous dis que ces grands pays. Pepsi a lancé sa production le 31 août de cette année. Sur mon bureau, je viens de recevoir une lettre de Pepsi, de Varun, qui a introduit une nouvelle liste de matériel pour mettre une 3e ligne de production. Je vous dis, il y a seulement 2 ou 3 mois, il veut mettre en place une 3e ligne de production. Je vous dis que Pepsi a signé un accord, a acquis un terrain à Lubumbashi, dans la zone de Kisushi, pour mettre une autre usine à Lubumbashi. Est-ce que vous pensez vraiment que ces gens-là viennent parce que les choses ne marchent pas? Mais c'est parce qu'ils ont tout. Madame, on m'a appris dans mes études à l'économie que pour un opérateur économique, la première chose qu'il vise, c'est la rentabilité. Si tu vois un investisseur continuer à travailler, sache que ça rapporte quelque chose déjà. C'est parce qu'ils ont trouvé que c'est rentable. Il y a un marché au Congo.
La demande est là. La demande est là. Ils ont fait des études d'analyse. Ils ont trouvé qu'ils peuvent continuer. Aujourd'hui, Pepsi, au début de l'année prochaine, va s'installer encore à Lubumbashi. Il faut donner du temps au temps. Comme on a toujours dit que Rome n'a pas été créée en un jour. Il faut donner du temps au temps. Nous avons commencé par la zone de Maluku. Aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui à Kinmalebo. Kinmalebo, c'est une initiative un partenariat entre l'État congolais qui apporte 40%, 60% apporté par Arise. Et les deux ont créé la société SIDIC. Parce que SIDIC, c'est l'aménageur qui a signé avec nous. Parce que notre rôle à nous, en tant qu'agent des zones économiques spéciales, c'est de signer les contrats d'aménagement avec les aménageurs pour les comptes de l'État. Donc il n'y a que la ZES qui signe les contrats d'aménagement. Mais les gens s'étonneraient, ils se disent, il y a déjà une zone pilote de Maluku. Pourquoi une deuxième zone dans la même province de Kinshasa? Non. Les problèmes ne se posent pas en ces termes-là. Chaque zone a une vocation. Lesquelles? La zone de Maluku, c'était une zone pilote où nous avons accepté un certain nombre de secteurs. Agro-industrie, matériaux de construction, produits pharmaceutiques, emballages et des petits secteurs qui peuvent venir. La zone de Kinmalebo, c'est une zone qui est dédiée d'abord à la transformation du bois. J'ai dit ici que ceux qui ont fait la zone c'est la première spécificité. Voilà, transformation du bois. Et ils ont signé des conventions avec l'État, ce qui concerne les bois. En fait, la volonté du gouvernement, c'est quoi? C'est d'éviter que les bois soient en grume. Il faut transformer localement. Quand on transforme localement, on donne de la valeur. C'est ce qui va donner du travail aux Congolais. Ce n'est pas en exportant les grumes, comme on voit les grumes là, qui vont à Matadi, qui montent dans les bateaux, qui vont à l'extérieur. Ça ne profite pas aux Congolais. Vous savez qu'ici au Congo, nous utilisons des tables, des lits, ainsi de suite, qui ne sont même pas faits avec du bois. C'est les résidus du bois. Les agglomérés là, ils mettent de la colle, ils mettent tout ça ensemble et puis on vient nous vendre ça cher. Alors que nous avons du bois ici. Avec cette zone, on va transformer localement, on va produire des meubles, on va produire des bancs, on va produire des choses qui vont profiter au pays. Mais il n'y a pas que ça. Le marché est grand. Il y a d'autres secteurs aussi qui peuvent venir. Je crois qu'on a vu avec vous là-bas, de l'autre côté, où il y a déjà une industrie qui va faire de l'agroalimentaire, qui est en train de préparer son terrain. Déjà. Et nous allons demander peut-être à nos fidèles téléspectateurs de voir comment le travail se réalise concrètement ici, dans la zone économie spéciale Kinmalebo. Veuillez suivre. Revenir sur la zone économique de Kinmalebo, donc nous visons principalement à pouvoir contribuer au renforcement de l'industrialisation des secteurs stratégiques en RDC. Nous offrons principalement des infrastructures de classe mondiale. L'idée pour nous, c'est pour des opérateurs qui sont tant nationaux qu'internationaux d'avoir des services aux standards internationaux. Et nous avons également des régimes fiscaux uniques qui sont prévus par la loi des zones économiques spéciales, tout en offrant différents services pour les différents clients pour avoir accès au marché et aussi avoir accès à la matière première pour ceux-là qui ont besoin des matières premières. Donc, en fonction du besoin du client, on peut avoir un client qui a besoin de 2 hectares, 10 hectares. On arrive à pouvoir s'adapter et proposer ce qui est au mieux vis-à-vis de son projet. En bleu, vous avez ce qu'on appelle les services publics. Donc là, on a le guichet unique, c'est-à-dire l'administration. On aura un bureau administratif où on a tous les différents bureaux administratifs sur ce niveau-là. Et puis aussi une zone sécurité. Et là, vous avez la première phase, comme nous avons expliqué, du projet que nous développons sur 180 hectares. Aujourd'hui, vous vous êtes rendu compte qu'on a déjà commencé les routes, donc c'est à peu près 4,5 km de route que nous faisons là. Le test de bitume a déjà été effectué, maintenant nous allons passer proprement à la pause au courant du mois et au courant du mois prochain. L'idée pour nous, c'est de pouvoir viabiliser les sites et permettre aux différents opérateurs de déjà venir s'implanter et commencer la construction dès qu'ils ont déjà un projet totalement en place. Déjà, la première phase de la route, le 15 décembre, sera terminée. Toute cette route-là sera... Dans 3 semaines. Dans 3 semaines. Tout ça sera bitumé, avec le marquage au sol, avec les panneaux, ce sera terminé.
La prochaine grosse étape, c'est de relier le site au réseau électrique. Si tout va bien à partir de janvier, on va commencer à recevoir le premier lot pour l'exécution. Donc c'est une ligne haute tension de 8,4 km pour rejoindre le réseau initial, avec une station ici qui va nous permettre de descendre à la moyenne tension. Et donc ça, c'est le prochain gros challenge qu'on a, c'est se relier au réseau à travers la haute tension. Mais une fois qu'on aura fait ça, ça donnera, je pense, beaucoup de confort aussi aux opérateurs, de savoir que lorsque leur usine sera finie, ils pourront directement se connecter. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'ils nous disent, c'est nous on a peur en fait, de mettre 15-20 millions dans un complexe industriel, et puis l'énergie n'est pas encore là. Donc on doit attendre, et pour eux, c'est de l'argent en fait, qui reste immobilisé. Donc ça, c'est vraiment le gros challenge, le prochain gros challenge. Pour la zone de Kinmalébo, la volonté du gouvernement était d'abord d'arriver à contenir l'exportation des grumes. Parce qu'il y a un modèle qui existe, il y a un modèle qui a réussi au niveau du Gabon. Ça fait des émules, c'est comme ça qu'on a voulu aussi amener ça ici. Donc en fait, tout dépend de la volonté du gouvernement, de ce que le gouvernement a comme objectif dans son plan d'industrialisation. C'est comme ça que, par exemple, pour Kinmalébo, je l'ai dit ici, les secteurs phares, c'est d'abord la transformation du bois, mais c'est vrai, il y a les marchés locaux qui est là, il y a tout ça. Donc la zone, bien qu'il y ait un secteur bien déterminé, mais peut aussi s'étendre aussi sur d'autres produits. Alors nous venons de suivre cela, mais nous voulons comprendre. Pouvez-vous nous décrire cette zone concrètement? Je crois que, sans chercher à parler à la place de l'aménageur, qui a aussi parlé, nous l'avons écouté. Voilà. Ce que la population doit retenir, c'est que c'est une zone économique spéciale. Nous avons signé avec les contrats d'aménagement depuis le mois de mai de l'année passée. L'État apporte 40%. D'ailleurs, le terrain où nous sommes ici, c'est l'État. À Maluku, c'était 20%. Oui. Ici, c'est 40% que l'État apporte. 40%. Tu vois que l'État monte. Qui est géré par? Ça dit que l'État... Le fonds que Non, ça dit que quand on parle des interventions de l'État dans une joint venture, ça veut dire qu'au niveau de l'État, il y a tout un ministère. C'est le ministère du portefeuille qui est censé suivre les participations de l'État. Okay. Ça, c'est une autre affaire. Alors, continue. Alors, là, nous parlons de cette zone ici. L'État, dans ce que l'État apporte, l'État a apporté ces terrains de 500 hectares. C'est l'État congolais qui a procédé aux expropriations. Vous savez qu'il y avait des expropriations ici. C'est l'État qui a exproprié. Pas pour faire du mal aux gens, mais c'est pour des causes d'utilité publique. C'était pas facile. Non, pas du tout. Comme toujours, les expropriations, c'est pas facile. Mais pour cause d'utilité publique. Donc ici, il y avait des maisons. Oui, des maisons d'habitation, il y avait des de fermes. Il y avait des propriétés. Voilà. Mais l'État, pour cause d'utilité publique, c'est-à-dire que pour l'intérêt commun, l'État a décidé de récupérer. La loi le permet. L'État peut récupérer pour cause d'utilité publique ce qui a été fait ici. Aujourd'hui, vous avez plus de 9 km de terrain clôturé. Vous avez vu? Plus de 9 km clôturés. Que demande beaucoup de moyens, beaucoup de ressources. Que l'aménageur apporte. Vous avez vu tous les travaux d'aménagement qui sont en train de se faire. Les contrôles sont assurés par qui? La CGT. La CGT, c'est un organe public. C'est un établissement public. La CGT, c'est eux qui assurent les contrôles des travaux. Ils sont faits par la société
CGCD. Ils sont en train de travailler, déjà de commencer par mettre en place les infrastructures de base. Les entreprises sont en train de venir, qui sollicitent les agréments pour venir dans cette zone économique spéciale. Et comme j'ai dit ici, le premier produit, c'est le bois, mais on a ciblé aussi les produits pharmaceutiques. Ici aussi. Ici aussi. L'agroalimentaire aussi. Vous savez, le marché congolais, le marché quinois est grand. Vous voyez ces fleuves-là. D'ailleurs, il y aura encore un port ici. Toutes les provinces. Ici, il sera érigé un port. Oui, il y aura un port. Toujours pour l'évacuation. Il y a une zone logistique qui est là. Où il y aura un port, où il y aura des embarcations qui seront là pour évacuer les produits de la zone à l'intérieur du pays, faire venir aussi les matières premières qui seront transformées dans cette zone économique spéciale. Tout ça en termes de facilité. En termes de facilité, c'est un projet de plus ou moins 200 millions de dollars. À Maluku, nous avons utilisé 250 hectares, mais ici nous avons 500 hectares. C'est énorme. Oui, c'est énorme. C'est énorme. Et puis, il y aura une zone logistique. Il faut construire les ports. Il y aura une zone résidentielle. Il y aura une zone commerciale. Il y aura une zone industrielle. En fait, c'est ça la zone économique spéciale. C'est ce qui différencie les zones économiques spéciales des autres parcs industriels. Vous n'avez pas peur de cette grandeur? Pas du tout. Au contraire, nous, on en demande encore davantage. Regardez, vous n'avez le plus grande zone que celle-ci. À Lubumbashi, nous avons 2500 hectares. Wow. À Lubumbashi. Nous avons 2500 hectares. Et je salue d'ailleurs les gouverneurs. Donc 5 fois cette zone. Oui. Nous avons 2500 hectares à Lubumbashi. Les gouverneurs ont signé les arrêtés au nom de l'agence des zones économiques spéciales. 2500 comme nous sommes là, nous avons 2500 hectares de terrain à Lubumbashi qui ne demandent que l'aménagement. Voilà pourquoi il faut que les fonds des aides soient opérationnels. Avec ces fonds, nous... Ce n'est pas pour nous enrichir, c'est pour transformer. Mais il faut que ces fonds soient là pour soutenir ces efforts. S'il n'y a pas de fonds, on ne va rien faire. On ne peut pas faire les zones économiques spéciales s'il n'y a pas d'argent. Les zones économiques spéciales riment avec l'argent. Les infrastructures, c'est de l'argent. Et c'est beaucoup d'argent. Quand nous voyageons, nous voyons, nous sommes fiers. Quand les gens viennent aussi chez nous ici, ils doivent voir ça. Nous avons tous été à l'école, nous avons tous étudié les mêmes choses. Pourquoi ailleurs ça doit marcher, pourquoi pas chez nous? Et nous sommes fiers quand nous venons travailler, nous voyons que les choses avancent et les gens apprécient. Ça nous donne une certaine fierté. Vous voyez? Et c'est ce qui se fait ici. Et la zone ici de Kid-Malébo va continuer à avancer. Vous voyez les travaux d'aménagement qui continuent, les entreprises vont venir et il n'y aura pas moins de, ils ont dit, il y aura pas moins de 6000 agents ici qui seront engagés ici. Donc il n'y aura pas moins de 6000 personnes quand cette zone sera vraiment opérationnelle. Vous voyez? Et ça fait la fierté du pays de savoir que sur les 5000 zones qui existent dans le monde, on peut compter aussi qu'il y a des zones économiques spéciales au Congo. Nous-mêmes là, nous sommes membres. On est présents. Oui, nous sommes membres en tant qu'ASES, nous sommes membres de l'Association africaine des zones économiques spéciales. Quand nous allons au conseil, aux assemblées générales, les gens y suivent, ils voient tout ce qui se passe et nous sommes fiers. On peut dire un mot sur les zones économiques spéciales. Oui, on est fiers de ça, que la RDC, c'est une expérience qui est en train de réussir. On n'est pas encore totalement satisfait. Mais il y a déjà un grand pas. Il y a déjà un grand pas. Il y a déjà un pas qui est fait parce que, comme j'ai dit, pour faire la première chose, c'est le cadre réglementaire. Nous avons un cadre réglementaire qui est là. La deuxième chose que nous devons avoir, c'est la gouvernance de ces zones économiques spéciales. Vous avez l'agence des zones économiques spéciales, vous avez le gouvernement qui est là, vous avez les chefs de l'État qui accompagnent. Vous voulez encore quoi? Là, vous êtes ce qui nous manque maintenant, ce sont des terrains. Les terrains de financement. C'est la joie, je l'ai dit, c'est la joie qui est exprimée. Donnez-nous des terrains, le directeur général. Donnez de l'argent et vous allez voir comment nous allons améliorer l'industrialisation de ces pays. Donnez l'argent, il faut essayer. Essayez avec nous. Essayez avec Croyez-en. Voilà. Comme le chef de l'État a cru. Croyez-en, il a cru, il s'est donné aujourd'hui. Voilà. La République démocratique du Congo compte déjà dans sa capitale 2 zones. Nous avons des privés. Nous avons une zone à Lubumbashi, la zone de Kisushi, qui attire aussi des investisseurs. J'ai dit que Pepsi ira à Lubumbashi, sera dans la zone de Kisushi. Nous avons une zone privée à Lubero, la zone de Moussenene. Vous voyez dans cette partie-là où il y a encore des opérations militaires, mais il y a une zone économique spéciale. Nous devons aller avec les ministres de l'Industrie à Ituri. Là aussi, vous savez comment l'Ituri est en train aussi d'avancer. On va faire une zone économique spéciale là-bas aussi. Nous allons faire une zone économique spéciale dans le Congo central. Vous voyez le projet de port à nos provinces de bananes. Le port ne sera utile que s'il y a une zone industrielle. Parce que les conteneurs qui vont sortir du Congo doivent sortir avec des produits manufacturés au Congo pour affronter tous les marchés extérieurs. C'est ça aussi l'émission des zones économiques spéciales. Nous pouvons par exemple dire que pour la zone économique spéciale qui est
à Banana, c'est une zone qui est destinée à l'exportation. Nous pouvons spécialiser nos zones économiques spéciales. Ça va aussi éviter ces faux débats-là. Oh non, les produits des zones économiques spéciales. Non. Nous pouvons calibrer les zones en disant que cette zone-là, c'est une zone multisectorielle. Cette zone-là, c'est une zone qui est destinée aux exportations. Tout ça, c'est notre pouvoir. Nous pouvons le faire. Vous voyez? Donc, je dis que dans les Congo central, il y aura cette zone-là. Les choses sont en train de se mettre en place avec des projets de port en eau profonde. Les choses sont en train d'avancer. Et une zone économique spéciale viendra. Il y a aussi un autre projet de zone économique spéciale dans les Sud-Bangui. La zone économique spéciale. Donc, on dit à peu près 10 zones. Oui. La zone économique spéciale de Sud-Bangui, de Miluna. On a un terrain, on a déjà donné les statuts. Il reste que les derniers réglages. Là, c'est spécialisé dans la transformation des produits agricoles. Parce que quand on parle de la province, dans la Sud-Bangui, vous voyez les cafés, vous voyez les cacao, vous voyez les VA. Mais tout ça peut se transformer aussi localement et envoyer ça à l'extérieur du pays. Dans combien d'années cette zone sera réellement viable? Ça, c'est une zone qui est privée. Tout dépend du promoteur. Nous sommes là pour les accompagner. Nous avons déjà fait certains pas à leur accordant les statuts des zones économiques spéciales. Maintenant, nous attendons pour signer les contrats d'aménagement et puis avancer. Donc, tout dépend plus d'eux. Mais nous sommes en train de parler des zones où l'État est partie prenante, où l'État met des moyens. Ses propres moyens. Voilà. Là, nous pouvons dire que cette zone ici, nous pouvons avoir un horizon temporel. Vous voyez? Pouvez-vous nous parler de quelques difficultés que vous rencontrez dans votre gestion comme directeur général de l'agence des zones économiques spéciales? Les difficultés les plus prononcées, premièrement, c'est un problème de financement, comme j'ai dit ici. Le fonds. Oui. Pour faire les zones économiques spéciales, il faut les études, il faut les infrastructures, il faut vraiment un travail de marketing pour attirer les investisseurs. Vous savez que pour faire la promotion de notre régime, nous devons aussi passer aussi dans des chaînes internationales. Mais pourquoi on ne le fait pas? Parce qu'on n'a pas assez de moyens. On est encore une jeune structure, on n'a pas assez de moyens. Deuxième chose, une autre difficulté que nous rencontrons, c'est peut-être un accompagnement un peu lent des autres administrations publiques. Un autre problème que nous avons, c'est nous-mêmes en tant qu'agence des zones économiques spéciales, vous savez, on n'a pas assez de ressources. Des ressources financières, les ressources humaines. Nous dépendons plus des finances de l'État qui met à notre disposition, mais vous savez, souvent, ce n'est pas toujours facile. Que diriez-vous à toute la population qui vous suit de partout, mais aussi aux autorités congolaises qui vont nécessairement vous suivre? D'abord, aux autorités, réitérer nos remerciements au président de la République qui nous continue à nous faire confiance, parce que c'est lui qui veut que nous soyons là. Les remercier les autorités gouvernementales, Madame la Première ministre, ainsi que le ministre de l'Industrie qui est notre tutelle, qui nous accompagne, le travail que nous sommes en train de faire. Alors, demander aux autres administrations d'accompagner l'ASES. L'ASES n'est pas leur rival. L'ASES est un établissement public comme les autres qui a reçu du législateur un mandat pour mettre en place les zones économiques spéciales avec un régime bien déterminé et qu'eux doivent nous accompagner. C'est tout ce que nous demandons. Et demander à la population de croire à ce que nous sommes en train de faire. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire de pouvoir accompagner ce que nous sommes en train de faire parce que, in fine, ça profite à la population. Quand nous amenons les entreprises, quand les entreprises créent du travail, on les donne aux Congolais. Vous voyez? Donc il faut que les Congolais arrivent eux-mêmes à protéger ce que nous sommes en train de faire et qu'ils ne soient pas là comme les premières personnes qui sont là pour détruire. Vous voyez, parce que pour faire venir les investisseurs, ce n'est pas facile. Mais la mayonnaise commence à prendre. Et nous leur demandons d'être derrière nous, de ne pas être là pour chahuter, d'être là pour combattre. Non. S'il y a des petits problèmes, il faut venir vers nous, ensemble. Voilà, on va trouver des solutions par rapport aux problèmes et surtout sécuriser les investisseurs qui nous ont fait confiance. Le pillage qu'a connu la République démocratique du Congo, qui a détruit notre tissu industriel, les zones économiques spéciales viennent matérialiser
l'industrialisation de la République démocratique du Congo. Nous vous disons, continuez à suivre la chaîne nationale congolaise. Merci à tout le monde et nous disons merci à notre directeur général, Madame Sylvie Hélène, qui continue à nous accorder ce temps précieux, à nous accompagner dans la réalisation de cette grande émission. Au revoir et à très bientôt.